Marc Mercier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez nous en cette période de fête de fin d'année, afin de nous parler de votre bilan annuel, finalement, comme on fait tous les ans. Et cette année, nous allons aborder 5 sujets. Votre bilan 2011, vos projets et prévisions pour 2012, l'état général du catch en France, votre école, la Catch Academy, et enfin, on parlera de votre père, Guy Mercier, que certains connaissent déjà bien. Et on a rajouté cette année quelques questions qui ont été posées par les internautes sur les réseaux sociaux et auxquelles vous répondrez en dernière partie. Mais pour commencer, ma première question concerne votre école de catch, la Catch Academy, de Choisy-le-Roi, où on a pu constater cette année un nombre d'inscriptions inhabituel. À quoi est dû pour vous cet engouement pour votre école? Écoutez, très franchement et sans prétention, je pense que la Catch Academy est assez réputée aujourd'hui et a fait son chemin depuis 2006. Elle a d'ailleurs sorti nombre de vedettes qui sont aujourd'hui sur le marché international du catch. C'est le premier facteur de cette réussite. La deuxième, je pense aussi que nous avons cette chance d'être placés en région parisienne, pas loin de la porte d'Italie, donc facile d'accès de Paris et des autres banlieues. Et puis aussi la communication. J'ai constaté qu'en ouvrant des Facebook, ces derniers étaient beaucoup plus regardés que notre site internet FFCP. De ce fait, nous pouvons mettre des informations journalières en continu. Vidéos, photos des entraînements, commentaires, annonces. Et je crois que tout ça a créé une dynamique. Par ailleurs, nous avons fait d'autres ateliers, puisque j'ai beaucoup de monde dans cette école. Nous avons décidé avec Striker, qui est aujourd'hui l'entraîneur principal sous ma gouverne, de faire plusieurs ateliers, débutants, celui des affranchis et celui des filles. Puisque j'ai une section aujourd'hui féminine, puisque j'ai cette chance d'avoir beaucoup de filles qui viennent à l'entraînement, une dizaine de filles, ce qui est énorme pour le catch. Et comme vous le savez, nous manquons de filles dans notre domaine. Voilà, je crois que cette réussite est due un petit peu à tous ces facteurs. Le fait que vous remplissiez votre école prouve votre dynamisme, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est si dans le groupe des élèves inscrits en septembre, vous avez déjà décelé chez certains d'hypothétiques futurs catcheurs pro, voire peut-être des nouvelles élites du catch français. Oui, alors effectivement, j'ai remarqué quelques jeunes hommes et quelques jeunes filles qui sont très aptes à faire du catch. Alors, ils ont encore, évidemment, beaucoup de choses à apprendre, qui ne se mettent pas martel en tête. Alors, je me suis aperçu, justement, vous me parliez de cette affluence d'élèves cette année. Oui. L'année dernière, en fin d'année, il y avait un étouffement dans cette école, il y avait quelque chose qui n'allait plus, il n'y avait plus de progression. Cette année, du fait de ces nouveaux élèves qui arrivent par groupe et en nombre, il y a un dynamisme qui s'est créé, et les anciens, ceux de l'année dernière, ont fait une progression, mais terrible, terrible. En 2 mois de temps, ils sont montés dans les tours. Et forcément, ils ont forcé les autres, les nouveaux, à monter eux aussi dans les tours. Bon. Et puis, je me suis aperçu que j'avais des jeunes qui étaient très disposés. J'ai tout un mélange, c'est très cosmopolite chez moi. Comme vous le savez, d'ailleurs, j'avais un plan socio-éducatif à cet effet. J'ai pas mal de catcheurs blacks, des noirs, qui viennent s'entraîner, et j'en ai remarqué quelques-uns très jeunes d'ailleurs, qui sont très bien au niveau des positions pour pouvoir catcher. Puis j'ai des filles aussi qui se débrouillent pas mal. Je suis très étonné, parce que c'est beaucoup plus dur pour une fille de faire du catch, toujours à cause de ses positions de jambes, etc. Et non, je crois que j'aurai au moins 4 personnes cette année qui vont vraiment sortir. Disons que cet été, ils seront sur le ring et on commencera à les reconnaître et ils commenceront à être connus dès septembre, octobre, novembre prochain. Ah bah, c'est prometteur et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Catch Academy, mais est-ce que vous n'avez pas peur en fait de perdre votre temps à former des jeunes qui plus tard iront au final remplir les rosters d'autres promotions? Je pense aujourd'hui, en tant que promoteur, en tant que patron, comme certains de mes concurrents, il faut qu'on se fasse une philosophie par rapport à ça. Les jeunes aujourd'hui sont très instables, je m'en suis aperçu.
je leur fais pas ce reproche, d'ailleurs j'étais moi-même quelqu'un d'instable, mais j'ai vécu une autre époque dans le catch, où quand on était dans une écurie, on restait dans cette écurie-là, et notre patron, notre promoteur, s'arrangeait à nous faire aller sous condition dans d'autres formations. Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit, que ce soit moi ou les autres, on ne perd pas du temps, on met notre temps pour pouvoir former ces jeunes-là, puis à un moment donné, ils pensent qu'ils sont arrivés en haut. Et à ce moment-là, ils partent et ils deviennent, alors je déteste ce nom et ça me fait bien rire, catcheurs indépendants. C'est-à-dire qu'ils sont nulle part, ils sont partout et nulle part en même temps. Voilà, peur, non, j'ai pas peur de ça, je le sais, c'est le prix qu'il faut payer. Mais dans tout ça, il y en a qui resteront, même s'ils sont très peu. Regardez Stracker, il est toujours là depuis 2006. D'autres partiront, mais d'autres arriveront. Et puis tout ça crée aussi une dynamique. Voilà. Oui, on parle des catcheurs qui vont d'une promotion à une autre ou au contraire qui restent. Alors, il y a une nouvelle recrue, je dirais, c'est votre père, Guy Mercier, qui fait maintenant partie de l'équipe des entraîneurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son rôle dans votre école ? Bah écoutez, pour ceux qui ne le savent pas, mon père, qui a 80 ans aujourd'hui, mais qui est en pleine forme physique, a été déjà un très grand champion de lutte. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le catch qui se disent champion de lutte, champion de France. Ils ne l'ont jamais été, bien évidemment. Il s'agit juste de regarder le bouquin de la Fédération française de lutte pour regarder les vrais champions depuis 1900. On verra que mon père y apparaît et d'autres n'y apparaissent pas. C'était un très grand champion, sélectionné olympique. Il a été boycotté pour les Jeux de Melbourne, mais un très grand lutteur. Il a combattu le champion du monde, Balvadaz, avant ces Jeux olympiques d'ailleurs de Melbourne. Et puis mon père, c'est un homme qui a, je dirais, un regard sur le catch qui est pour moi parfait. Cet homme a combattu réellement, ça a été un très bon catcheur, présenté comme la vedette de la TV à l'époque. Et puis cet homme a combattu, a amené un statut social dans ce métier. C'était un bon bourreur, d'ailleurs il était respecté dans ce milieu et beaucoup avaient peur de lui, parce que c'était pas un mec marrant. Et mon père, qui a un regard négatif du catch, il faut le reconnaître, hein, avec tout ce qu'il a fait durant de nombreuses années, un jour est venu à cette école. Puis ça lui a plu. Ça lui a plu pourquoi ? Ben parce que tout simplement il se retrouve avec des jeunes. Et c'est sa vie, puisqu'il a toujours vécu dans le sport, donc avec des jeunes. Et cet homme, un jour, au bout de 3 ou 4 fois qu'il venait à l'entraînement, me dit « Marc, c'est super, c'est jeune, tes jeunes sont super. Mais il y a un problème. » Alors je dis « Lequel ?» Il me dit « Il y a un manque de position réel, de jambes, d'attitude. » Alors je lui dis oui, mais on est à une autre époque, le catch a évolué. Oui, c'est pas grave qu'il ait évolué. Comme il est, c'est très bien, à l'américaine, avec beaucoup je dirais, de blabla autour, c'est très bien, sauf qu'il faut quand même avoir les bases et les positions. Et à ce moment-là, je lui ai proposé, je lui ai dit, pourquoi ne viendrais-tu pas, toi, apprendre les positions ? Moi, j'ai des difficultés, je suis handicapé, comme vous le savez, j'ai des blessures aux jambes. Et il m'a dit, ok. Alors, il devait commencer là en décembre, et puis il a eu une petite gastro-entérite, il n'a pas pu venir, mais il commence effectivement en janvier. Je suis très heureux, et d'ailleurs les élèves aussi l'attendent, vraiment. Et je pense qu'il fera avancer les choses dans mon école. Bah, c'est vrai que c'est une chance pour les élèves d'avoir un vrai champion et quelqu'un qui connaît extrêmement bien le milieu, qui a beaucoup d'expérience, qui puisse venir leur apporter quelques conseils. Ça, c'est pas le cas partout, mais... Quelle critique votre père porte-t-il à votre organisation en règle générale ? Alors, c'est très complexe, parce que comme je vous le disais, mon père a été vraiment écœuré par ce métier. Quand vous voyez que les anciens catcheurs, aujourd'hui, qui touchent la retraite, ils peuvent dire merci à mon père, c'est grâce à lui. Personne, sachant qu'il est veuf aujourd'hui, qu'il vit avec moi, personne ne l'a appelé pour lui demander de ses nouvelles. Il s'en fout un petit peu, ceci dit, c'est un vrai homme, hein, c'est un vrai bonhomme, hein, c'est pas un fanfaron, mon père. Mais quel regard il porte ? Alors, je vais être très franc avec vous. Par exemple, en 2007, rappelez-vous, la Catch Academy Tour, 2007, il est venu une fois, ça lui a pas plu. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce catch ? T'as pas de gabarit, il n'y a rien là-dedans, les mecs sont mal foutus, enfin, il m'a vraiment cassé, c'est le cas de le dire.
Je lui dis, écoute papa, ce sont des jeunes, je les mets sur le terrain immédiatement, je fais une tournée publicitaire. Oui, mais c'est pourri, c'est de la merde. Ok. Aujourd'hui, il est revenu. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, je tourne avec des superstars, donc des gabarits. Hein, on ne peut pas dire Bambi Killer, Kovac, Timmy Heron et tous les autres sont quand même des gros gabarits, avec un mélange de gars comme Génocide, qui sont des catcheurs excellents, Ricky Starr, Striker, enfin voilà, vraiment de l'exceptionnel. Et là, vraiment, ça lui a plu. Et là, il a vraiment accroché. Et aujourd'hui, à chaque gala que j'organise, que je produis, le mot est plus juste, mon père me demande de venir. Donc il est intéressé et il a une très bonne critique. Il me dit, là tu y es, tu es arrivé à ce que tu voulais et c'est très bien et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et vous dites, vous êtes arrivé où vous vouliez, et justement, on va entamer la partie concernant votre bilan, vos projets et l'état actuel du catch. Quel bilan faites-vous déjà de cette année FFCP, Marc Mercier? Alors un bilan très mitigé, en fin de compte. Je vous avais annoncé certaines choses l'année dernière, elles se sont passées. J'ai voulu, si vous préférez, ça va peut-être être un peu mégalo de ma part, mais j'ai voulu chercher haut et loin. Ce faisant, je n'ai produit que des grosses affaires. L'année 2011 a été faite que de galas énormes. Arène, grosse salle, palais des sports. Donc j'ai mis les moyens. Donc si vous voulez, j'ai délaissé les petites villes que je faisais d'habitude, soit en production, soit en client qui achetait, parce que je n'avais plus les moyens par rapport à l'argent qu'ils me donnaient pour m'acheter un plateau de catch, de faire ce que je voulais faire. Bon, très franchement, je me suis amusé. Ça a coûté beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ce phénomène que j'ai créé en 2011 va porter ses fruits en 2012? C'est autre chose. Le bilan financier, il n'est pas mauvais, puisque je n'ai pas perdu énormément d'argent. En revanche, j'en ai pas gagné. Puisqu'il y a eu des lourds investissements. Nous avons un camion semi-remorque qui est une scène avec des lumières, des ponts de lumière dessus, plus des ponts de lumière. Enfin, au niveau technique, on est vraiment au point. Je crois même qu'on est les meilleurs actuellement, voyez-vous. Mais tout ça, ce sont des investissements. Il faut remplir les arènes à des places quand même assez élevées. Et nous sommes en période de crise. Alors, beaucoup moins de galas en 2011, mais beaucoup plus de qualité. Alors, ça me fait passer à la question suivante. Quels sont vos projets pour 2012 ? Des projets, il y en a. Maintenant, il ne faut pas se cacher la face. On est en période de crise internationale, mondiale, je dirais. Donc, tous les secteurs sont touchés. Et le nôtre tout particulièrement, puisqu'il s'agit de spectacle. Je pense que cette année va être très dure. Pour deux faits. Le premier, la crise mondiale. Le deuxième, année politique très importante en France, présidentielle. Donc déjà, très peu de villes vont acheter du catch, puisqu'elles vont se cibler sur les élections présidentielles, nous le savons. Et il y a deux événements qui font que le catch marche mal en France. Ce sont les élections présidentielles et la Coupe du Monde de football. À ce moment-là, très peu de villes achètent vos galas de catch. Ceci dit, il y a un autre phénomène qui arrive. Et ça, c'est très important. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez aujourd'hui une multitude de patrons dans le catch, mais qui ne sont pas des patrons. Alors, je ne les critique pas en tant qu'hommes, bien entendu. Ce sont évidemment des passionnés. Le problème que vous avez, moi je vais vous le dire, vous avez trois patrons en France, si on regarde bien. Vous avez la WS, vous avez la ICWA, et vous avez moi, la FFCP. On est trois formations qui vivons que de ça, que du catch. Tous les autres sont des amateurs, sont des gens qui ont un métier, donc qui ne s'investissent pas comme nous nous investissons par le temps, mais aussi par les finances. Ce qui veut dire que ces gens-là vont dans des villes et vont vendre du catch à des prix défiant vraiment toute concurrence. Ce qui fait, évidemment, une concurrence déloyale pour nous, qui sommes réellement des professionnels. Et à cause de ce fait, le catch en France, qui avait eu une piquée, grâce aux Américains d'ailleurs, dans les disons 2008, 2009, 2010, 2011, est en train de rechuter complètement. Et des grosses structures comme la mienne, je doute fort qu'on puisse suivre ces petites formations qui travaillent
Deuxième phénomène, c'est que vous avez des catcheurs. Vous m'en parliez tout à l'heure. N'avez-vous pas peur de perdre du temps à former des gens qui vont... J'ai pas peur. Ce qui m'ennuie particulièrement là-dedans, et je parle en mon nom, mais c'est exactement pareil des autres formations dont je vous ai parlé, WS, ICWA. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, du jour au lendemain, estiment qu'ils sont des superstars, parce que c'est le grand mot du catch aujourd'hui, et qui vont alimenter ces petites structures parce qu'ils se disent indépendants. Mais qu'est-ce qu'un catcheur indépendant? Un catcheur indépendant est ni plus ni moins un bouche-trou des promoteurs. C'est-à-dire que moi, je peux embaucher des catcheurs indépendants. Simplement, je les prendrai quand j'ai personne d'autre à prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ces gens-là pensent que c'est bien, ils sont fabuleusement heureux parce qu'ils trimballent leur valise de formation en formation. Mais un jour ou l'autre, il faut le savoir, ils vont se casser la gueule. Si on reprend l'époque dans laquelle j'ai vécu dans le catch, et ceux de mes pères, vous étiez dans une formation et vous y restiez toute votre vie, à moins qu'il y ait des accords entre fédérations, c'est-à-dire promotion, hein, d'accord? Bon, voilà. Et le catch en 2012 va dégringoler. C'est obligé. C'est obligé. Pour vous donner un exemple, j'avais des villes, je ne citerai pas le nom des villes ni le nom des formations, où moi j'étais obligé d'arriver avec vraiment de la technique, des superstars, c'est ce que j'en ai, des superstars, et j'avais des plateaux qui me revenaient à 15 000 euros. Donc, forcément, j'allais les vendre 25 000 euros. Si je veux faire un bénéfice sur la société, je suis obligé de les vendre plus cher, puisque derrière, nous avons du personnel, une équipe de staff. Et vous avez des gens qui passent à 1 500 euros, en disant que ce sont les superstars aussi. Donc, déjà, ils bousillent le métier, parce qu'évidemment, on voit que ce n'est pas les très connus qui viennent. Et puis, deuxièmement, ils cassent. Alors, tout ça va faire une dynamique à l'envers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces catcheurs indépendants qui croient en alimentant ce genre de structure, parce que ceux-là n'ont pas de structure du tout, c'est des petites structures, ils n'ont pas d'école, ils ne forment pas, ils appellent des professionnels. Vous comprenez? Et ceux-là vont alimenter ces petites structures. Et donc, on arrive au clash. Vraiment, on arrive au clash. Alors, ça ne m'angoisse pas plus que ça. J'ai compris quel était le système du catch en France. Donc, j'ai décidé, ça va être très prétentieux de ma part, je le sais, on va encore me montrer du doigt, j'ai décidé de traiter à l'étranger. Alors, je vais vous dire, j'ai eu un rendez-vous très important. Je ne sais pas si ces projets-là marcheront. J'ai eu un rendez-vous très important avec un émissaire du gouvernement chinois pour pouvoir m'exporter en Chine. Voilà. Je pense que ces gens-là ont tout compris. D'ailleurs, vous voyez, dans l'actualité aujourd'hui, ils rachètent les footballeurs, ils rachètent tous les grands noms du sport. La Chine et le Qatar. Donc si je peux partir là-bas, je partirai là-bas, bien évidemment. J'aime mon pays, j'aime la France, mais je me dois de travailler et de faire travailler ceux que j'ai sous contrat. Donc les projets, pas énormément, en dehors de ces rendez-vous. Bien entendu, j'ai un projet important, ça fait 3 ans maintenant, le Palais des Sports Gerland, qui est un gros morceau à Lyon, qui va être, je crois, si mes souvenirs sont bons, le 24 avril. Très grosse affaire où je vais gaver ce Palais des Sports de superstars en espérant que ça marche, mais il va falloir le remplir. Et remplir 6 à 8 000 personnes, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Voilà mes projets, grosso modo. Bien entendu, continuer à dynamiser mon école et à faire travailler mes équipes. Bon, bah, ça augure de bonnes choses. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, on a été forcé de les trier un peu parce que vous en avez reçu énormément. On en a retenu 10. Vous êtes prêts à y répondre? Oui, d'ailleurs, le but de mes interviews tous les ans, c'est d'avoir de la transparence totale et d'expliquer aux gens les défauts de la FFCP, hein, il y en a bien entendu, et les qualités de la FFCP. Donc, je répondrai à toutes les questions, bien que je ne les connais pas encore. C'est vous qui les avez. C'est vrai que vous êtes en général assez transparent. Je crois que vous êtes le seul à faire des bilans comme ça assez régulièrement et à dialoguer avec les fans et les internautes d'une manière générale. Alors la première question nous est posée par Zach Burry, qui est un catcheur. Quels sont vos critères de sélection pour votre roster, donc votre équipe? Il est catcheur. Alors si Zach Burry est un professionnel, je lui répondrai mes critères pour rentrer dans mon roster.
et d'être un bon catcheur, tout simplement. Voilà. Alors, comment savoir s'il est un bon catcheur? Eh bien, il vient catcher chez moi une fois, et je vois s'il est en osmose avec mon produit. Ouais, il demande une précision. Y a-t-il des tests à passer pour entrer dans votre fédération? Ou est-ce vous qui dénichez les talents vous-même? Alors, il y a deux choses. Il y a ceux de la FFCP, Catch Academy FFCP, pur produit FFCP. Ceux-là, c'est moi avec Striker qui décidons quand nous les mettons. Déjà, ils passent des examens pour être professionnels, et puis on les suit tout au long de leur carrière, on les aide, évidemment. Alors ceux-là, le critère, c'est de suivre les entraînements, de nous écouter, et d'arriver à leur... Ouais, il y a un suivi depuis les passages de ruban jusqu'à la carrière professionnelle, l'équipe encadre vraiment Mais toujours, bien entendu, même aujourd'hui pour les personnages, on travaille beaucoup là-dessus, sur les gimmicks, sur le côté comédie du catch, etc., bien sûr. Alors maintenant, un catcheur qui est professionnel, je crois d'ailleurs que ce nom me dit quelque chose, Zach Burry, il me semble que c'est un catcheur noir qui est anglais. Les critères, il n'y en a pas. Je n'ai pas lui faire passer un test puisqu'il est professionnel. Qui dit professionnel dit normalement être un bon catcheur. Alors tout simplement, de me contacter, de m'envoyer des photos, des vidéos, et puis bien entendu, je ferai un essai. S'il est positif, je l'embaucherai. S'il est négatif, je le remercierai. Merci. Seconde question de Jean-Denis d'Armentières qui vous écrit. L'AICWA a une école pas loin de chez moi. J'aimerais aller chez vous, mais ça fait loin. Croyez-vous que je peux m'inscrire à l'AICWA? Est-ce une bonne école? Déjà, je conseille de s'inscrire à l'AICWA. Je crois d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il faudrait vérifier sur le site, que l'école de l'AICWA se trouve à Béthune, me semble-t-il. Il y a juste à vérifier sur le site. Une bonne école, oui, je le pense. Pierre Bouster-Fontaine, qui est à la tête de l'AICWA et de 3e corps de production et de cette école, est un professionnel depuis maintenant plus de 15 ans. Il a des très bons catcheurs chez lui, d'ailleurs, en poids lourd aussi, qu'il a lui-même formé. Bien sûr, je ne vois pas l'intérêt de venir à Paris s'entraîner à la Catch Academy, alors qu'il y a une école à côté de Lille, gérée par Pierre Bouster-Fontaine. Je rajouterai d'ailleurs à cet effet que j'ai eu dernièrement au téléphone. Il essaye de mettre en route, je ne vais pas parler en son nom évidemment, mais il faut suivre ses Facebook et son site, il va mettre en route quelque chose que j'aimerais faire mais que je ne peux pas, des entraînements en continu et des formations en continu pour les amateurs, pour les affranchis, et voire pour les professionnels. Moi, ce serait mon rêve de faire ça. La différence que j'ai avec Pierre Bouster-Fontaine, c'est que moi, j'ai une école qui est évidemment prêtée par une municipalité, que Pierre Bouster-Fontaine est en toute propriété. Il a vraiment un outil de travail, de formation à cet effet. Et je conseille fortement aux gens de la région Nord, Nord-Pas-de-Calais, d'aller s'inscrire chez lui, évidemment, que c'est une bonne école. Il peut y aller en toute tranquillité. Troisième question, qui nous vient de Thiers, posée par Charlène. Mon fils a 12 ans, il est fan de catch et veut absolument devenir star en Amérique. Si je l'inscris à votre école, deviendra-t-il catcheur? Alors déjà, Charlène, il faut savoir qu'il y a deux types d'enfants. Il y a ceux qui rêvent d'être docteurs, policiers ou pompiers, et il y a une autre partie de jeunes qui veulent être stars. Alors, comme je l'ai toujours dit, star c'est un chèque en bois, et star n'est pas un métier. Déjà, chère Charlène, on ne fait pas du catch à 12 ans. À 12 ans, on joue aux petites voitures, mais on ne fait certainement pas du catch, car c'est très dangereux. Je me suis, je pense, assez longuement exprimé sur ce sujet. Maintenant, effectivement, quand votre fils aura 14, 15, 16 ans, selon son gabarit, il pourra intégrer nos écoles. Après, il y aura effectivement un long chemin à parcourir pour pouvoir déjà être quelqu'un de connu en France. Et puis après, il y a le marché européen. Quant au rêve américain, enlevez-lui ça de la tête, ça vaut mieux. Alors ça me permet d'enchaîner avec cette question d'Alcar, qui demande « Je voudrais faire du catch, mais je pèse 75 kg et je n'ai que 16 ans. Est-ce que vous pensez que je peux m'inscrire à votre école ?» À 16 ans, je faisais 76 kg.
pour 1m84. Donc oui, il peut faire du catch, évidemment. D'ailleurs, il est certain qu'à l'image, quand on voit des catcheurs de 120, 130 kilos, c'est excellent. Simplement, il faut se dire quand même quelque chose. C'est qu'un catcheur de 120 kilos, très musclé, prenons le cas de Timmy Herron, c'est une bête, c'est monstrueux ce type. Quand on le voit arriver, c'est démentiel. Il est vraiment très balèze. Simplement, il ne fait pas le même métier que Génocide, qui lui est à peine à 80 kg. Et Génocide vole de partout. Et si on descend plus bas, dans la catégorie en dessous, Ricky Star, qui est un petit bonhomme, mais c'est... les gens sont debout. Pourquoi? Parce qu'il va faire des sauts pairs en extérieur, de dessus la troisième corde. Enfin, c'est de la haute voltige. Et les Français, et je dirais même les Européens, aiment ce catch aussi. Donc, il faut faire un mélange de tout. Donc, je réponds à ce jeune homme, oui, bien entendu, qu'il peut faire du catch avec le poids qu'il fait, sans aucun problème, sans oublier que de toute façon, tout au long de sa carrière, il va travailler, ses muscles vont grossir, et puis lui-même va grossir. Tout être humain, à partir d'un certain âge, grossit, évidemment. Très bien, il va être content. J'enchaîne avec une question de Jefferson, qui dit, il y a quelque temps, Monsieur Mercier parlait de la possible création d'une caserne, une structure pouvant accueillir les élèves de la Catch Academy. Qu'en est-il? Ce projet se concrétisera-t-il ou l'idée a-t-elle été abandonnée? Écoutez, ça a été abandonné. J'avais répondu à cette question, il s'agissait de la ville d'Angers qui m'avait reçu. Nous devions faire un centre d'entraînement central sur la France. C'est-à-dire c'était un pensionnat, là, on est d'accord. C'était pour des gens sans emploi qui étaient majeurs, donc je n'avais pas besoin de créer un sport-études. Je ne le pouvais pas de toute façon. Alors il nous fallait des chambres, des espaces de vie, avec salle à manger, etc. Et on avait vraiment un beau camp d'entraînement sur le lac, là, proche du lac d'Angers. Simplement, tout ça a un coût, et c'est un coût monstrueux. On parle en plusieurs millions d'euros, évidemment. Donc j'avais remis ce dossier à l'Élysée, à l'un de mes contacts au palais de l'Élysée, ils ont été en rapport entre eux. Et puis, bien entendu, les dirigeants d'Angers voulaient en partie que ce soit l'État qui finance ce projet, et ça ne s'est pas fait. C'est pas de ma faute, moi je voulais qu'il se fasse. Pour faire venir tous ces jeunes de France qui étaient sans emploi pour le faire, c'était un gros budget, je vous dis, de plusieurs millions d'euros, et on n'a pas pu le faire. Alors le mail de Jefferson comporte une seconde question. Donc Marc Mercier prévoyait également de travailler avec une chaîne de télé pour la Catch Academy. Ce projet va-t-il voir le jour? Alors, c'était pas de travailler avec une chaîne de télé et la Catch Academy, c'était un concept que nous avions écrit à l'époque et qui est déposé, qui s'appelle tout simplement la Catch Academy, qui était basé sur une télé-réalité où j'avais pensé à une caserne, mais ça aurait pu être un couvent, où on faisait un casting un peu comme dans La Nouvelle Star, ou je ne sais plus comment s'appelle ce genre d'émission, mais qui était très sérieuse et qui était basée sur un plan socio-éducatif pour aller chercher des jeunes en banlieue, donc faire des castings en banlieue, et les faire rentrer dans cette caserne ou dans ce couvent, pour qu'ils y restent et qu'ils s'entraînent et qu'ils aient une formation complète. Un peu dure, un peu basée comme les entraînements des GI, vous voyez, quelque chose d'un peu militaire, parce que ces jeunes-là sont en recherche de ça. Alors là aussi, j'ai rencontré beaucoup d'interlocuteurs, en l'occurrence des producteurs et des productrices. Il faut savoir que ce genre de projet ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous prenez la Star Academy, ça c'est entre le temps où ça s'est écrit, le temps où ça a été pris et le temps où ça a été filmé, il a fallu quelques années. Là c'est pareil. Donc ce dossier est dans les mains de plusieurs maisons de production. Est-ce qu'il verra le jour un jour ou l'autre? Je n'en sais rien. C'est un projet qui est toujours d'actualité. Encore plus aujourd'hui, je dirais, avec les jeunes en détresse, parce que plus du tout de travail pour eux, les jeunes parqués dans les cités, donc évidemment, il faut créer une dynamique à ce niveau-là, puisque les politiques s'en foutent un petit peu, hein, ceci dit entre nous. Mais c'est quelque chose à très gros budget. On parle là
pour un projet télé de cette sorte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc vous comprendrez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai plus de contact avec les productrices et producteurs que j'avais rencontrés à cette époque. N'empêche que je connais très bien ce métier, que ce soit le cinéma ou la télévision, ils peuvent vous appeler du jour au lendemain, 5 ans après. Oui, ça va très vite dans ces métiers-là. Ça enchaîne avec la question de Quentin d'Aix-en-Provence qui nous demande quand le catch français sera-t-il diffusé à la télé? Eh bien, quand les maisons de production qui travaillent avec les chaînes de télévision décideront de passer du catch français, je dirais tout simplement du catch européen. On ne peut plus parler de catch français aujourd'hui, c'est un mélange. Hein. Nous sommes européens, donc parlons du catch européen. Ça va être dur. Très franchement, ce sera très dur. Pourquoi? Les Américains ont monté un concept qu'il est très dur de concurrencer. Pourquoi? Les Américains ont attendu d'avoir de l'argent, ont investi énormément et ont fait les films eux-mêmes, les cassettes. Ils ont tourné. Tout ce que vous voyez de la VVE, c'est eux qui le tournent. Donc ça revient très cher. Une journée de tournage pour filmer ce genre de gala, c'est très cher. Et eux les vendent très bas, 1 000 € aux chaînes de télévision. Je vous dis 1 000 €. Voilà ce que les chaînes de télévision, voilà le prix que les chaînes de télévision achètent à la VVE leurs cassettes. Vous imaginez bien que si je fais une soirée de tournage qui va me coûter 40 000 ou 50 000, voire 60 000 €, plus le plateau, c'est-à-dire 100, 120 000 €, et revendre 1 000 €, le déficit que je vais avoir, je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire. On pourrait le faire. Je ne suis pas moins intelligent que les Américains. Je connais mon métier. Je peux faire aussi des scénarios. Je peux les écrire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème qu'il y a, c'est une histoire de finances. N'oublions pas que les États-Unis, c'est 51 États. La superficie n'est pas la même qu'en France. Quand vous voyez un film américain, une production américaine travaille pour le monde entier. Une production française travaille pour la France, ni plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'en est pas là. Et puis, est-ce que si on vend du gala de catch traditionnel aux chaînes de télévision, passer derrière les Américains avec leur film, puisque c'est un film, ni plus ni moins, avec une histoire, est-ce que ça plaira au public? Enfin, tout du moins aux fans. Je sais qu'il y a un public pour le catch traditionnel, mais est-ce qu'ils feront autant d'audience que les Américains? Très franchement, je ne le pense pas. Voilà, c'est tout. Et tout ça, c'est une histoire de moyens, d'audience. Voilà, c'est très compliqué. Mais je ne dis pas non. Pourquoi? Pourquoi ne viendrait-il pas à nous un jour ou l'autre? Mais peut-être sous un autre biais. Très bien. On enchaîne avec une question de Cécile de Roufac. Pourquoi ne venez-vous pas plus souvent dans les petites salles comme vous l'aviez fait en 2007? Alors, cette demoiselle a dû nous voir à Roufac, puisque nous sommes passés 3 ans durant à Roufac, et nous avions commencé à l'époque lors de la Catch Academy Tour 2007. J'ai été, je crois, le premier et le seul à partir à la recette comme ça, sur des petites villes, des villes de 1000 habitants. Donc je me suis mouillé financièrement. J'en suis très content et je ne le regrette pas, c'était lors de la tournée Catch Academy Tour 2007. Aujourd'hui, vu l'outil de travail que j'ai, c'est impossible. Déjà, il faut des grandes salles, puisque j'ai un matériel technique qui est énorme et je ne peux plus le porter dans les petites salles. Les salles de 500, 600 personnes, je ne peux pas mettre ce matériel-là. Puis très franchement, j'aime me faire du grandiose. Alors, peut-être que je me planterai. On est à l'abri de rien. En attendant, moi, pour me faire plaisir, c'est très égoïste ce que je vous dis, hein, je veux faire du gros. Voilà. Maintenant, je ne crache pas sur les petites villes, bien évidemment. Je dis juste que je peux faire aussi des petites villes, mais je ne les produirai pas. Je les vendrai. Alors, si des petites villes m'achètent, à ce moment-là, j'y retournerai, bien évidemment. Mais je ne peux plus me permettre aujourd'hui de produire des petites villes. Ça me coûte trop cher, et c'est une idiotie totale, puisque je perds que de l'argent en permanence, voyez-vous. Oui, bien sûr. Ça enchaîne avec la question de Norbert de Montpellier qui vous demande: allez-vous revenir dans les arènes cet été? Je le pense, je l'espère. Là aussi, il faut quand même être objectif. Hein. Ça a un coût, les arènes. Il y a un pourcentage à donner au patron des arènes. Il y a
énormément d'argent versé pour la publicité. Hein. Ce sont des grandes affiches, hein, du 4x3, des flashs radio, des choses comme ça, parce que ce sont quand même des arènes très grandes. Hein. Voilà, donc oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Alors tout dépendra évidemment, et je suis très sincère là-dessus, des résultats de mes entretiens avec l'émissaire des pays étrangers. Voilà, si je pars à l'étranger, non, je ne referai pas les arènes. Si je n'ai pas abouti à ces projets-là, je resterai en France et évidemment, j'essayerai de refaire ces arènes. Mais on est largement dans les temps. Hein. Les arènes, je peux les traiter en mars, en avril, pour juillet et août, sans aucun problème. Et effectivement, c'était la tournée qu'on a faite, la tournée européenne qu'on a faite, et en l'occurrence, quand on est passé dans ces arènes, Beaucaire, Palavas, Cap d'Agde et autres, oui, effectivement, ça m'a beaucoup plu, et il y avait un très bon public d'ailleurs. Très bien. Question de Cédric Nolot, éducateur dans le Val-de-Marne. J'ai constaté que vous aviez dans votre école pas mal de jeunes en difficulté et que votre action pour ces jeunes s'avérait positive. Pensez-vous que le catch peut être une thérapie pour ces jeunes en recherche de reconnaissance? Oui, monsieur l'éducateur, effectivement. Alors, je dirais même plusieurs thérapies. Si on prend les jeunes dont ce monsieur me parle, c'est-à-dire des jeunes en difficulté, et vous le savez, je me tue depuis le début à aller les chercher justement pour qu'ils viennent. Et je me suis aperçu que ces gens qui étaient pro-délinquants ou délinquants, voire pro-criminels, quand ils sont rentrés chez moi, ils ont pris, mais en l'espace de très peu de temps, une autre ligne de conduite. Ils ont connu autre chose, parce que je leur avais donné une identité, une reconnaissance. Je ne reviendrai pas là-dessus, évidemment, je me suis assez exprimé sur ce sujet. Alors une thérapie, oui, parce qu'ils voient et ils comprennent autre chose. Ils comprennent la vie différemment de celle qu'ils ont vécue jusqu'ici. Alors une thérapie, oui, ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, vous avez des gens, beaucoup de jeunes sont introvertis. Et quand ils arrivent chez moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces jeunes, puisque pour être catcheur, il faut être avant tout un artiste, un showman. Et un showman, c'est quoi? Vulgairement parlé, c'est se mettre à poil, se déshabiller, c'est-à-dire d'être torse nu sur un ring, de parler, de crier avec le public, enfin, faut se montrer. Et quand on est introverti, c'est un travail très dur pour pouvoir y arriver. Eh bien, je me suis aperçu qu'au bout de 2 ou 3 ans, ces jeunes qui étaient avec moi dans les entraînements ou les galas changeaient complètement. Et il n'était plus du tout introverti. Vous comprenez? Donc thérapie aussi par rapport à ça. Et puis je me suis aperçu, j'ai eu une dame qui est venue me voir un jour et qui a eu sa franchise de me dire « Je vous amène ma fille ». Il s'agit d'Élodie, une jeune fille de 18 ans, qui, paraît-il, me dit-elle, a été reconnue handicapée, mais handicapée mentale. Alors je lui dis, écoutez, madame, moi je viens de voir votre fille aujourd'hui lors de l'entraînement, elle n'a rien eu d'handicapé mental, bien au contraire, elle comprend tout, elle absorbe tout, et elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et elle parle tout à fait très correctement. Mais je lui dis, de quel handicap réel a-t-elle? Et cette maman me dit tristement, parce qu'elle a un QI très bas. Alors, si déjà tous les gens en France qui ont un QI très bas sont des débiles profonds, alors on est rempli de débiles profonds. Je ne vois pas ce qu'elle vient foutre le QI là-dedans. En attendant, l'État a décidé de dire que cette jeune fille était handicapée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas à l'école, enfin, elle ne peut pas faire comme les jeunes de son âge, s'épanouir normalement. Moi, sachant ça, en réalité, je n'ai pas chouchouté du tout. Je suis rentré dedans, comme je le fais aux autres. Et bien cette jeune fille, elle a tout compris et elle s'est très bien démerdée. Et alors, je vais vous dire quelque chose. La seule chose peut-être que j'ai faite, que je n'aurais pas fait avec les autres, c'est de voir son comportement au gala. Alors j'ai décidé de lui dire, mais au bout de 1 mois d'entraînement, ça faisait 1 mois qu'elle s'entraînait, nous avons un gala, je crois que nous étions à Tonins à l'époque, tu vas venir avec nous et tu vas faire la manageuse de Ricky Star. Rôle de méchant. Ah oui, très bien, super, elle était très heureuse.
elle s'est trouvée une tenue et elle a été démentielle. C'est-à-dire que quand elle est arrivée sur scène avec Ricky Star, ça a été l'apothéose. Ça a été de la soirée la plus belle entrée. C'est-à-dire que cette fille a compris qu'elle était notre business, et je crois d'ailleurs que cette jeune fille deviendra une très grande dans le milieu du catch. Alors elle est d'origine serbe, hein, j'en ai deux serbes. Hein. C'est vrai que ces gens-là ont une particularité, c'est qu'ils sont tête dure quand même, tête froide, ils y vont, ils se mettent en risque. Ils ont peur de rien. Mais cette jeune fille qu'on a dit débile, elle n'a rien d'une débile, croyez-le bien. Elle écoute tout, je la trouve pas du tout immature, elle a des questions qui sont très matures, très posées. Alors j'en discute avec sa mère, évidemment, je dis, mais attendez, vous me prenez pour un con, elle n'est pas du tout débile, regardez, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Elle me dit oui parce qu'elle est épanouie dans le catch. Elle s'épanouit dans le catch. Voilà. Donc vous avez ces trois phénomènes. Ce problème d'enfants qu'on dit débiles ou qu'on montre du doigt, alors c'est toujours le même truc, alors en fin de compte ils se referment sur eux-mêmes. Ces enfants, ces jeunes qui sont dans les cités, qui sont parqués là-dedans et qui en retirent tout, eh ben ceux-là pareil, hein, ils se révoltent. Et puis ceux qui sont introvertis, qui un jour ou l'autre, en faisant ce qu'ils aiment, en vivant leur passion, eh bien ils s'ouvrent au monde. Et ils s'ouvrent sur eux-mêmes, bien entendu. Donc oui, monsieur, c'est une thérapie. Très bien. Une question de Lucky Boy qui demande, c'était quoi votre rendez-vous avec Booster? Je croyais que vous ne vous aimiez pas. Oh, alors là, très bonne question. Lucky Boy. Lucky Boy. J'ai pas à aimer ou à pas aimer Booster. Booster est un concurrent à moi. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais si vous regardez les antécédents, vous vous apercevrez que j'ai travaillé avec Booster, moi en tant que catcheur, et j'ai collaboré avec Booster, en collaboration ICW, FFCP. Nous nous sommes fâchés, nous nous sommes même vilipendés par médias interposés ou par Internet, mais il s'agit d'un business. C'est un business, le catch. Booster, avec qui je suis en contact, alors l'homme en lui-même, j'ai aucune critique à lui faire. Bien au contraire, il me fait rigoler. Bien souvent, il me fait rigoler. J'ai pas apprécié certaines choses qu'il m'a faites, comme lui n'a pas apprécié certains de mes propos. Hein. On en a discuté longuement. D'ailleurs, on a eu des discussions tous les deux assez sévères au téléphone, ce qui prouve quand même que c'est un bonhomme, Booster. Hein. Il ne gêne pas pour le dire, il est franc là-dessus. Mais le truc Mercier Booster, il y a quand même une chose, c'est qu'on on se fâche par moment, mais on reste toujours en communication. Pourquoi? Pierre Booster Fontaine est un vrai passionné du catch. Je suis un passionné du catch. Et nous discutons de notre passion. Et nous essayons tous les deux de faire évoluer le monde du catch. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points dans ces organisations et vice-versa. Le problème, c'est qu'en n'étant pas d'accord, on fait avancer le catch. Si on était d'accord, on se contenterait de notre médiocrité et on n'avancerait plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors effectivement, j'ai rencontré Booster, je crois, en début de mois ou le mois dernier, peu importe, où nous avons discuté une après-midi sur comment garder le catch à l'affiche, hein, c'est un mot péjoratif, mais comment le garder à l'affiche, et comment le faire évoluer. Alors, le problème de Booster, et là je vous dis, je ne vais pas parler en son nom, il en parlera lui-même, d'ailleurs je crois qu'il fera des interventions à ce niveau-là. Il faut savoir que Booster a monté une société de spectacle, c'est un vrai entrepreneur de spectacle avec une licence, une maison de production, troisième corps de production, si mes souvenirs sont bons, et qu'il essaye de faire évoluer les choses, tout simplement. Et moi, j'essaye aussi de faire évoluer les choses de mon côté. Donc on se rencontre, on discute, il y a des choses qu'il me propose qui ne m'intéressent pas, comme moi, il y a des choses que je lui propose qui ne l'intéressent pas, mais toujours est-il que sur le fond de la discussion, nous sommes d'accord. Alors, je tiens à dire aussi à ce sujet-là, parce que à Lucky Boy en particulier, que je sais que, puisqu'on me l'a rapporté, que sur des Facebook,
il est dit que, alors on sait très bien, Booster comme moi, qu'on parle de nous, regardez ces patrons maintenant qui se lèchent les boules. Hein. Non, on ne se lèche pas les boules, on ne se lèche pas du tout les boules. On est des hommes intelligents, des hommes d'affaires, puisque nous sommes patrons de nos structures, et on est patrons de nos maisons de production, et on essaye de faire avancer les choses. Et le business, c'est ça. Il n'y a que les cons qui ne prennent pas d'accord et qui n'avancent pas, tout simplement. Voilà, la discussion avec Booster a été sur l'avenir du catch en 2012, puisque Booster est, comme moi, bien conscient de ce qui va se passer en 2012, que beaucoup de petites structures vont dégringoler, et que nous devons être là pour surpasser cet événement de crise et d'année politique importante. Dernière question, Marc Mercier, de Irène du Mans. J'aime beaucoup ce que vous faites, tant pour les jeunes que pour la prévention, mais aussi la façon dont vous avez d'organiser vos tournées. J'étais aux arènes du Cap d'Agde cet été et c'était grandiose, tout y était. Vous êtes souvent victime d'attaques et de propos violents, je dirais même que c'est récurrent. À quoi d'après vous est due cette haine alors que vous ne faites que de bonnes choses pour le catch? Ma chère Irène, je ne sais pas si c'est de la haine, je ne pense pas que ce soit de la haine. Les critiques, très franchement, j'ai pas de retour sur le fond cette année de grosses critiques. Il y en a toujours qui critiqueront mon système de travail, on les connaît d'ailleurs. Hein, ils s'affichent assez pour savoir qui ils sont, d'ailleurs ils sont rien du tout. En fin de compte, c'est toujours les gens qui n'ont pas d'idées et qui ne font pratiquement rien de leur vie, qui critiquent le travail des autres. On est d'accord et ça va de soi. Après, pourquoi vous savez, c'est peut-être... on est dans un pays, n'oublions pas que nous sommes des latins. Et nous sommes dans un pays où la réussite est mal perçue. Alors maintenant, la question se pose. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai pas réussi? Alors, dans le cas où j'ai réussi, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. En ayant réussi dans mon milieu, je parle, je suis un homme public, donc l'homme public est évidemment vilipendé, caricaturé. On est d'accord, moi j'ai tout vu sur moi à l'époque, j'ai vu des photos de moi avec un faux ventre qu'on mettait, des alcooliques, assassins, des choses qui sortaient d'un autre monde. On m'a traité de juif, de pédé, vous voyez, je suis d'origine auvergnate, moi, donc bref. Et j'ai un grand recul par rapport à tout ça. Je ne dis pas que ça ne m'a pas froissé à une époque. Aujourd'hui, ce serait le cas, très franchement, j'en rigolerais, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense, Irène, que si vous regardez bien, je suis moins victime de ce phénomène de critique. Parce que, aussi, je pense que les gens se sont aperçus que je faisais mon travail, que j'essayais de faire des choses bien pour le catch, même si je ne réussissais pas tout ce que je faisais, parce qu'on me reproche aussi parfois d'annoncer des choses et de ne pas aboutir à ces projets. Mais heureusement qu'on a des projets dans la vie pour en réaliser quelques-uns. Moi j'ai 1000 projets, je ne peux pas réaliser 1000 projets, je n'aurai pas le temps, je suis trop vieux. Mais sur les 1000, même si j'en réussis 2, à en concrétiser 2, ce sera une bonne chose. Alors après, évidemment, moi, ce que je conseille aux gens, comme je l'ai toujours fait, qui n'aiment pas mon travail, parce que moi, personnellement, en tant qu'homme, je n'aurais rien fait à ces gens-là, je ne les connais même pas. Je pense qu'il faut qu'ils regardent autre part. Il y a d'autres catchs, d'autres manières d'organiser. Je ne suis pas non plus comme vous le savez, hein, j'ai toujours critiqué ceux qui se disaient numéro 1. Moi, je ne suis pas numéro, je suis numéro rien du tout. Je suis un promoteur, président de la Fédération française de catch, fondateur d'une école de catch, qui essaye, justement, puisque ces projets-là, je les ai amenés à terme. Hein, je vous signale quand même que la Fédération française de catch, quand je l'ai reprise en 2006, elle était à ras des pâquerettes, elle était inexistante. Ok, regardez où elle en est aujourd'hui. Au niveau média, au niveau presse, au niveau travail. Je pense que ça va. J'ai fait faire à la Fédération française de catch un bon bout de chemin, et prétention mise à part, j'entrerai dans l'histoire de la Fédération française de catch. Alors évidemment, en rentrant dans l'histoire,
d'un secteur, on devient forcément critiquable. Mais sincèrement, je vous dis, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça, et à part 2-3 zigotos qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs, et qui voilà, sont tout le temps derrière. Je pense que ceux-là sont en mal de vie, et aimeraient bien être à ma place, tout simplement. Marc Mercier, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Avez-vous un dernier petit mot pour eux en ces fêtes de fin d'année? Bah oui, aux internautes et évidemment à tous les acteurs du catch qui regarderont cette interview. Évidemment, je leur présente mes vœux de bonheur pour l'année 2012. Évidemment, une très bonne santé, cela va de soi. Et j'espère, malgré les points négatifs que je vous ai, que nous avons développés précédemment, j'espère que le catch français et le catch européen fleurira et marchera quand même en 2012. Eh ben, merci beaucoup Marc Mercier, je pense qu'on se reverra l'an prochain pour le bilan 2012 et puis d'ici là sur ffcatch.com et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.